Rentabilité réelle des investissements en P2P crowdlending, crowdfunding immobilier, DCA sur indice boursier et stacking de crypto-monnaies. Bonjour les amis, 7e vidéo bilan où je vous présente 21 plateformes, 11 en P2P, dont 2 en P2P agricole, 6 plateformes d'investissement en immobilier passif et 4 plateformes en crowdfunding immobilier. Il y a des changements importants sur beaucoup de plateformes ce trimestre, donc regardez la partie sur la plateforme sur laquelle vous investissez ou vous souhaitez investir, car j'ai détecté des évolutions négatives sur plusieurs plateformes. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, où je vous parle de la réalité de l'investissement en toute transparence et en toute indépendance. Pour voir la partie qui vous intéresse, passez le curseur de votre souris ici, vous verrez apparaître un menu et il suffit de cliquer sur la partie qui vous intéresse. On commence par un bilan sur tous les types d'investissements. Ce trimestre, comme chaque trimestre, ma meilleure rentabilité a été obtenue sur mes investissements en P2P crowdlending. 12,1% ce trimestre en rentabilité annualisée. 3,4% en crowdfunding immobilier, ça reste toujours très bas. Le trimestre précédent, on était à 4,2% par an. Sur mes investissements immobiliers basés sur des plus-values et des loyers, j'ai eu une rentabilité de 6,9% annualisée ce trimestre. Beaucoup mieux que le trimestre précédent, ce qui est normal car le trimestre précédent, j'avais beaucoup investi sur ces plateformes et mes nouveaux investissements ne me payaient pas encore de loyer. Et peut-être que le trimestre prochain, j'aurai une rentabilité encore meilleure ici. Comme vous pouvez le voir, le crowdfunding immobilier est le type d'investissement qui me fournit la moins bonne rentabilité, et ceci se confirme de trimestre en trimestre. Et en plus, les plateformes de crowdfunding immobilier sont celles pour lesquelles il y a le plus de retard. 37,4% de retard sur l'ensemble des plateformes de crowdfunding immobilier dont je parle dans cette vidéo. Alors que j'ai seulement 20,1% de retard sur les plateformes de P2P, et encore les retards sur les plateformes de P2P sont généralement inférieurs à 3 mois. Alors qu'en crowdfunding immobilier, j'ai des retards qui sont parfois énormes, qui souvent dépassent le 1 an et parfois même dépassent 2 ans. C'est sur les autres plateformes d'immobilier pour lesquelles j'ai les retards les plus faibles, seulement 8,4% par an, avec pas mal de plateformes de cette catégorie qui sont sans retard. Sur le P2P, avec un peu plus de 22 000 euros investis, je gagne 190 euros d'intérêt par mois. Alors qu'avec beaucoup plus d'argent investi en crowdfunding immobilier, 34 156 euros, je gagne presque moitié moins d'intérêt par mois. Et j'obtiens la même rentabilité avec mes autres investissements immobiliers, avec une somme investie beaucoup moindre qu'en crowdfunding immobilier. Au total, sur ce trimestre, j'ai gagné 366 euros d'intérêt par mois. Je précise que ces montants sont avant impôt. Si vous êtes à la flat tax à 30%, il suffit de déduire 30% de ces montants pour avoir le montant après impôt. Sur la totalité de mon portefeuille, ce trimestre, j'obtiens une rentabilité annualisée de 6,8%. C'est relativement faible et c'est à cause de la mauvaise performance de mes investissements en crowdfunding immobilier, où en plus j'ai la plus grande partie de mon capital investi. Lorsque j'ai des remboursements en crowdfunding immobilier, je cherche donc à les investir sur des plateformes plus performantes, par exemple en P2P ou en immobilier alternatif, car vous allez le voir, il y a de très bonnes performances dans cette catégorie. Dans ce bilan, je vous parle également de mes investissements en bourse, de mon DCA sur 3 ETF. Ce trimestre a été un mauvais trimestre pour la bourse, je vous en dirai plus à ce sujet dans la partie bourse de ma vidéo. J'ai débuté ce DCA en avril 2024 et en performance annualisée, je suis à moins 1,6% par an sur ce DCA, alors que le trimestre précédent, j'avais une rentabilité positive. On passe à la partie la plus rentable de mes investissements, le P2P crowdlending. J'investis au travers de 11 plateformes avec une rentabilité moyenne annualisée de 12,1%. Mais comme vous pouvez le voir, d'une plateforme à l'autre, les rentabilités sont très différentes. Avec ce trimestre, une très mauvaise performance pour Kaviku. Si vous investissez sur Kaviku, regardez la partie où je parle de Kaviku, je vous donnerai des informations importantes. Également une mauvaise performance pour Esketit, seulement 5,3% annualisé ce trimestre. Et par contre, de très bonnes performances sur l'Inde, 19,9%, sur Heavy Finance, 15,8%, mais ces rentabilités ne sont pas significatives, je vous en dirai plus dans la partie consacrée à ces deux plateformes. Également une très bonne rentabilité pour Launch, mais attention, regardez la partie qui concerne Launch, car j'ai détecté des évolutions négatives sur cette plateforme. Vous verrez que ce trimestre, j'ai pas mal changé la répartition de mes investissements entre ces différentes plateformes. Car il y a des plateformes sur lesquelles les taux d'intérêt sont en train de baisser, c'est le cas par exemple de Peerberry. Donc je désinvestis sur Peerberry pour investir plus sur des plateformes qui m'offrent une meilleure rentabilité, telles que Swapper, Iuvo ou Mintos. J'ai fait deux parties pour mes investissements en immobilier. Tout d'abord, le crowdfunding immobilier, avec Clubfunding, Crowdpeer, La Première Brique et Upstone. Ce sont des investissements que j'avais faits il y a plusieurs années, qui, comme vous pouvez le voir, me donnent de mauvaises performances.
Mon objectif est de désinvestir sur le crowdfunding immobilier pour investir plus sur d'autres plateformes liées à l'immobilier, mais qui m'offrent une bien meilleure rentabilité, comme vous pouvez le voir. Finton offre toujours une très bonne rentabilité. Certaines plateformes semblent offrir une rentabilité très faible, telles que Indemo, 1,6% par an ce trimestre, ou Brickstarter, seulement 4,9%, ou Mintos Immobilier. Mais attention, ces chiffres sont trompeurs, je vous expliquerai cela plus en détail quand je vous parlerai de chacune de ces plateformes. Pour l'instant, en ce qui concerne l'immobilier, j'ai près de 3/4 de mes investissements qui sont sur du crowdfunding immobilier, et mon objectif va être de baisser cette part et d'augmenter celle sur l'immobilier alternatif, car maintenant je pense que ces investissements sont préférables au crowdfunding immobilier. Ce trimestre, j'ai beaucoup augmenté mes investissements sur Esketit, ce qui explique une faible rentabilité sur Esketit ce trimestre, puisque certains de mes nouveaux prêts n'ont pas encore payé des intérêts. Cependant, il y a aussi un problème de cash drag sur Esketit, c'est-à-dire que lorsque vous ajoutez de l'argent sur la plateforme ou lorsque vous avez un remboursement de l'un de vos prêts, il peut se passer plusieurs jours avant que votre argent puisse s'investir sur de nouveaux prêts. Cependant, je vais mettre en place une nouvelle stratégie sur Esketit pour limiter ce cash drag. Je vais très bientôt faire une vidéo d'analyse sur Esketit, je vous parlerai de cette nouvelle stratégie et je vous donnerai mon avis très détaillé sur Esketit. Cependant, sur un an glissant, la rentabilité est de 9,2%, contre une rentabilité théorique de 10,9% par an. La rentabilité réelle est inférieure à la rentabilité théorique à cause du cash drag. Mais grâce à la nouvelle stratégie que je vais mettre en place, je pense pouvoir dépasser 10% par an sur Esketit prochainement. Par contre, en termes de taux de retard, Esketit est une plateforme sur laquelle les taux de retard sont assez faibles. Sur les 2 trimestres, ça reste en dessous de 20%, ce qui me semble tout à fait satisfaisant. J'ai baissé mes investissements sur Income, car ce trimestre, j'ai remarqué que les taux d'intérêt sur Income avaient tendance à baisser, et d'autre part, il était moins facile de trouver des prêts que je trouvais intéressants. Ce trimestre, j'ai eu pas mal de cash drag sur Income, c'est pour ça que j'ai une rentabilité annualisée de seulement 10% ce trimestre, contre une rentabilité théorique de 12,5%. Par contre, sur Income, les taux de retard restent faibles. Mais je pense que je vais continuer à désinvestir sur Income pour investir plus sur d'autres plateformes telles que iUvo, Swapper ou Esketit ou Mintos qui m'offrent une meilleure rentabilité. Sur iUvo, j'ai légèrement augmenté mes investissements et je pense qu'à l'avenir, je vais investir plus sur iUvo car ce trimestre, j'ai eu une bonne rentabilité sur iUvo, 11,5% de rentabilité annualisée. Et sur un an glissant, la performance est également intéressante, 11,6%. Cependant, sur iUvo, d'un jour à l'autre, les taux d'intérêt sont très variables. Par exemple, parfois je me connecte et les seuls prêts disponibles ont au maximum une rentabilité de 11,5% et le lendemain, je peux trouver des taux d'intérêt à plus de 14%. Ma stratégie sur iUvo est d'attendre qu'il y ait des prêts à des taux d'intérêt intéressants et qui en plus ont la garantie de groupe. Pour en savoir plus à ce sujet, voir ma vidéo de présentation sur iUvo. Par contre, ce trimestre, j'ai eu une augmentation des taux sur iUvo, ça commence à approcher les 40%. On verra comment les choses évoluent le trimestre suivant. Sur Kaviku, cela fait plusieurs trimestres que je retire de l'argent. En effet, j'ai l'impression que Kaviku évolue de façon négative. D'une part, il y a de plus en plus de cash drag, les taux d'intérêt ont baissé, et il me semble que le risque sur Kaviku est en train d'augmenter. J'ai eu plusieurs membres de la communauté qui m'ont signalé que le service client de Kaviku n'est pas à la hauteur, donc personnellement j'ai beaucoup réduit mes investissements sur Kaviku, et mon avis sur Kaviku est maintenant plutôt négatif. Comme toujours, je ne donne pas des conseils en investissement, je vous donne mon analyse personnelle en toute transparence et en toute indépendance. Quand je vois une évolution négative sur une plateforme, je vous le signale. Et bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez continuer à investir sur Kaviku ou pas. Au niveau des taux de retard, rien d'inquiétant sur Kaviku, mais comme j'ai désinvesti de la plateforme, ça a plutôt tendance à faire baisser les taux de retard. Je vais quand même laisser une petite somme sur Kaviku pour continuer à vous en parler dans mes vidéos bilan trimestriels, mais suite aux dernières évolutions sur Kaviku, je pense que des plateformes telles que Swapper, Esketit, iUvo, Robocash, Peerberry ou Mintos sont beaucoup plus intéressantes. Ce trimestre, j'ai eu une très bonne rentabilité sur Launch, en particulier parce que j'ai eu du cashback, 15,9% en rentabilité annualisée, ce qui est très bon, et 15,7% sur un an glissant. Cependant, attention, il n'y a pas que la rentabilité qui compte. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo d'alerte sur Launch, et je pense maintenant que Launch est plus risqué que d'autres plateformes. C'est pour ça que sur mon site internet, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation vers Launch. Et je trouve que sur Launch, les taux de retard deviennent inquiétants. Ils étaient déjà de 45,4% le trimestre précédent, et ce trimestre, j'ai un taux de retard de 54,5%. À ce niveau-là, je trouve que c'est inquiétant, donc personnellement, je vais désinvestir de Launch le trimestre suivant. Et comme toujours, à vous de mener votre propre analyse, mais personnellement, quand on arrive à des taux de retard aussi élevés, je pense qu'il faut devenir vigilant. Sur Mintos, j'ai augmenté mes investissements, car je suis satisfait de la plateforme. Ce trimestre, j'ai une rentabilité annualisée de 10,9%.
inférieure à celle que j'ai sur un an glissant parce que j'ai eu un peu de cash drag ce trimestre. Cependant, sur un an glissant, j'ai une rentabilité de 12,3%, ce qui me semble très bon. Et ce trimestre sur Mintos, mes taux de retard sont très faibles, seulement 12%, contre 27,8% le trimestre précédent. Sur Peerberry, j'ai énormément désinvesti ce trimestre. Pourtant, je considère que Peerberry est une très bonne plateforme de P2P, je considère que c'est l'une des plateformes de P2P les moins risquées, mais par contre, les taux d'intérêt sur Peerberry ont énormément baissé. Et en plus, il y a pas mal de cash drag, et il est parfois très difficile d'arriver à investir son argent, aussi bien en auto-investissement qu'en investissement manuel. Les taux d'intérêt proposés par Peerberry sont maintenant généralement entre 8 et 9% par an, ce qui me semble assez faible pour une plateforme de P2P. Si j'ai une rentabilité de 10,1% par an, c'est que j'ai beaucoup d'anciens prêts, mais les nouveaux prêts sur lesquels j'investis ont une rentabilité bien plus faible. Donc je pense qu'à l'avenir, cette rentabilité va encore baisser et va se situer entre 8 et 9%. Et de la même façon, j'ai une bonne rentabilité annualisée, mais ceci est lié à mes anciens prêts. Si vous êtes nouveau investisseur sur Peerberry, je pense que vous devez tabler plutôt sur du 8 à 9% par an. Par contre, j'ai des taux de retard très faibles sur Peerberry, d'une part parce que sur la plateforme, les taux de retard sont quand même plutôt faibles, et en plus, comme je suis en train de désinvestir de la plateforme, ça réduit les taux de retard. Sur Robocash, j'ai investi un petit peu plus, même si la rentabilité est assez faible. Je pense que Robocash est également une bonne plateforme de P2P assez peu risquée, mais par contre, sur la période récente, elle a énormément baissé ses taux d'intérêt. Maintenant, pour avoir des taux d'intérêt intéressants sur Robocash, il faut investir sur des périodes assez longues. Par contre, l'intérêt sur Robocash, c'est que les taux de retard sont très faibles. Ce trimestre, j'ai investi plus sur Swapper et je vais continuer à rajouter de l'argent sur Swapper, car comme vous pouvez le voir, ce trimestre, j'ai eu une très bonne rentabilité sur Swapper, 13,9% de rentabilité annualisée, et sur un an glissant, j'ai eu une rentabilité de 15,2%. Actuellement, Swapper est la plateforme qui me semble offrir le meilleur rapport rentabilité-risque. Comme vous le voyez, les taux de retard sont faibles. Et en plus, Swapper permet de revendre ses prêts assez facilement. Donc on a à la fois une forte rentabilité et avec a priori une bonne liquidité. Dernièrement, j'ai fait une vidéo d'analyse sur Swapper. Vous pouvez la regarder si vous voulez plus de détails sur Swapper. Et sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo d'analyse sur toutes les plateformes dont je parle dans cette vidéo bilan. Sur Heavy Finance, ce trimestre, j'ai une très bonne rentabilité, 15,8% de rentabilité annualisée. Cependant, ce chiffre n'est pas significatif. Il s'explique parce que ce trimestre, j'ai perçu des intérêts sur des prêts qui étaient en retard. Vous voyez en effet que ma rentabilité annualisée sur Heavy Finance est plus faible, 10,6% par an. Heavy Finance est une plateforme de P2P agricole, tout comme l'Inde. Et ces deux plateformes ont en commun d'avoir des taux de retard et également des défauts relativement importants. Cependant, Heavy Finance fait un bon travail de recouvrement, c'est-à-dire que même sur les prêts en retard, elle arrive à récupérer des sommes importantes, ce qui fait une rentabilité satisfaisante, même en tenant compte de ces recouvrements. Le trimestre précédent, j'avais un taux de retard de 33,3% sur Heavy Finance, ce qui était quand même élevé, et qui est maintenant de seulement 3,9%. Car, comme je vous l'ai expliqué, Heavy Finance a réussi à récupérer de l'argent sur des prêts qui étaient en retard, ce qui fait que maintenant, j'ai très peu de prêts en retard. J'ai également une très bonne rentabilité annualisée ce trimestre sur l'Inde, 19,9% par an, mais ce chiffre n'est pas significatif car tout comme sur Heavy Finance, il correspond à des prêts qui étaient en retard, qui ont été régularisés, ce qui fait que ce trimestre, j'ai perçu beaucoup d'intérêt. Donc il faut plutôt prendre en compte la rentabilité sur un an glissant, 12,2% par an. C'est une bonne rentabilité, mais sur l'Inde, il y a pas mal de retard. On passe maintenant aux investissements immobiliers en commençant par Brix Royalties, c'est-à-dire les premiers investissements proposés par Brix. Je laisse seulement une petite somme investie sur cette partie, car comme vous pouvez le voir, les rendements offerts par Brix Royalties sont faibles, 6,6% de rentabilité annualisée, et même moins sur un an glissant, 4,1%. Alors que la rentabilité théorique affichée par Brix est de 10,4% par an. Le différentiel s'explique parce que la plupart des biens immobiliers proposés par Brix Royalties étaient des biens de mauvaise qualité et qui en plus sont mal gérés. Il y a en effet énormément d'impayés dans les loyers et un fort taux de vacances. Ce qui explique qu'on a des taux de retard très élevés, 44,4% de retard sur le paiement des intérêts, avec certaines propriétés qui ne paient pas d'intérêts depuis des mois et des mois. Heureusement, Brix propose maintenant des investissements sous forme d'obligations. Pour tester ce type d'investissement, j'ai rajouté de l'argent sur Brix et j'ai maintenant investi sur 23 projets de type obligations sur Brix, ce qui me permettra de vous donner des informations suffisamment robustes. Ce trimestre, ma rentabilité annualisée est de 6,8%, alors que la rentabilité théorique est de 10,3%. Ceci s'explique parce que j'ai pas mal renforcé mes investissements sur Brix pendant tout le trimestre et j'ai donc certains projets qui ne paient pas encore des intérêts. En effet, maintenant sur les investissements de Brix Obligations, le paiement des intérêts est généralement mensuel.
Au départ, j'avais un taux de retard de 0% sur Brix Obligations et j'ai maintenant un taux de retard de 6,3%. Mes projets sur Brix Obligations sont récents, donc c'est normal que j'ai pour l'instant des taux de retard qui soient faibles. On verra par la suite s'ils restent faibles, inférieurs à ceux qu'on a par exemple sur Club Funding, la première brique, ou sur CrowdPeer. Ce sera intéressant de comparer ces différentes plateformes de crowdfunding immobilier. Sur Brickstarter, j'ai énormément renforcé mes investissements ce trimestre, car je suis satisfait par la rentabilité qu'offre cette plateforme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous donne la rentabilité sur Brickstarter, calculée sur les biens qui ont été revendus. En effet, sur Brickstarter, la rentabilité provient de deux sources. Une partie est liée au loyer, et ici, ce trimestre, vous n'avez que la partie liée au loyer, puisqu'aucun de mes biens n'a été revendu ce trimestre. Ce qui donne pour mes biens une rentabilité annualisée de 4,9%. Mais sur Brickstarter, vous avez également un gain lié à la revente des biens. Et la rentabilité théorique de 10,8% par an correspond à la rentabilité prévue par Brickstarter lorsque les biens seront revendus. Et comme vous pouvez le voir, sur un an glissant, j'ai une rentabilité annualisée de 10,3% qui est assez proche de la rentabilité théorique. Ce que j'aime bien sur Brickstarter, c'est qu'il y a un paiement des intérêts mensuels et avec aucun retard depuis que j'investis sur cette plateforme. Si vous ne connaissez pas Brickstarter, j'ai fait une vidéo de présentation de Brickstarter et en investissant seulement 50 €, vous pouvez avoir un bonus de 25 € plus 1% du montant investi en cashback. Vous trouverez tous mes liens de parrainage en cliquant sur mon lien qui est en commentaire qui vous dirigera vers mon site internet. Le trimestre prochain, j'espère avoir une rentabilité plus élevée sur Brickstarter, car parmi les biens que j'investis, il y en a beaucoup qui sont loués aux touristes, donc ces logements produisent plus d'intérêt au printemps et en été. Ce trimestre, j'ai également augmenté mes investissements sur Finton, car je suis très satisfait par cette plateforme. J'ai en effet eu ce trimestre une rentabilité annualisée de 13,8% et sur un an glissant, une rentabilité de 13,2%, qui correspond à la rentabilité théorique. Et en plus, sur Finton, je n'ai jamais eu de retard. Pour ceux qui ne connaissent pas Finton, j'ai fait une vidéo de présentation de cette plateforme qui correspond à un investissement immobilier sur des biens loués aux touristes à Prague. Ce trimestre, j'ai également énormément renforcé mes investissements sur Indemo, puisque j'ai maintenant eu 6 biens qui ont été remboursés sur Indemo, et avec en moyenne une rentabilité de 25% par an sur ces 6 biens. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite qui vous montre en détail la rentabilité que j'ai obtenue sur tous les biens qui m'ont été remboursés. Si Indemo offre des rendements aussi élevés, c'est que cette plateforme achète des biens immobiliers liés à des dettes à un prix fortement décoté et les revend avec une marge importante. De plus, actuellement, Indemo offre un bonus très intéressant pour les nouveaux clients. Si vous investissez seulement 10 €, vous aurez un bonus de 40 €. Il est donc possible, en mettant seulement 10 € sur la plateforme, de pouvoir investir 50 €. À mon avis, ce bonus est l'occasion idéale de tester cette plateforme qui offre un type d'investissement rarement proposé. Ceux qui ne connaissent pas encore Indemo peuvent regarder ma vidéo de présentation sur Indemo, dans laquelle j'explique en détail comment fonctionne ce type d'investissement. Ce trimestre, je n'ai eu que de biens remboursés, c'est pour ça que j'ai une rentabilité annualisée de seulement 1,6%. Et sur un an glissant, j'ai une rentabilité de 5,5%. C'est normal que pour l'instant j'ai des rentabilités qui soient faibles, car l'horizon de placement sur Indemo est de 2 ans, et j'ai commencé à investir sur cette plateforme depuis moins de 2 ans. Mais la rentabilité théorique proposée par Indemo est de 15,1%. J'ai également renforcé mes investissements immobiliers sur Mintos. Je pourrais faire ainsi un suivi objectif de la rentabilité sur Mintos partie immobilier. Ce trimestre, j'ai une rentabilité annualisée de 5,9% sur Mintos immobilier. Sur Mintos, quand vous investissez sur un bien immobilier, les premiers mois, vous ne recevez pas d'intérêt. Donc pour l'instant, ma rentabilité est inférieure à celle que je devrais avoir plus tard, puisque tous mes biens ne paient pas encore des intérêts. En effet, la rentabilité théorique sur Mintos immobilier est de 6,4% par an. Cependant, ces deux rentabilités ne prennent pas en compte une plus-value qui devrait être de l'ordre de 3% par an pour chaque bien. Donc en intégrant la plus-value, je devrais avoir ici une rentabilité sur trimestre autour de 8,9% et autour de 9,4% lorsque tous mes biens paieront des intérêts. Et pour l'instant, sur Mintos partie immobilier, je n'ai aucun retard dans le paiement des intérêts mensuels. Sur Club Funding, j'ai eu ce trimestre un remboursement partiel de 142,14 € par obligation de 1000 € pour le projet Nureduna. Mais comme vous pouvez le voir, la rentabilité annualisée ce trimestre est encore très faible, 2,9%. Et même sur un an glissant, la rentabilité est de seulement 3,3% par an. Sur les 12 projets qui normalement devraient me payer des intérêts mensuellement, il y en a 2 qui ne m'ont payé aucun coupon ce trimestre. Ce qui explique que mes rentabilités sur Club Funding sont très en dessous de la rentabilité théorique affichée par la plateforme. En effet, sur Club Funding, les taux de retard sont très élevés. En prenant les projets qui ont été lancés en 2022 et 2023, on a un taux de retard de 40,2% sur Club Funding.
Et bien sûr, ces retards impactent négativement la rentabilité. Sur des projets qui devraient payer des intérêts mensuellement, on n'a pas d'intérêt. Et sur des projets in fine où on devrait obtenir les intérêts en fin de projet, le projet peut s'éterniser et on attend encore et encore avant de recevoir des intérêts. La situation sur Clubfunding me semble très mauvaise. Je pense que maintenant sur Clubfunding, il ne faut investir que sur de très bons projets, par exemple qui offrent une très bonne garantie et dans un secteur géographique où il y a de la demande. Sur CrowdPeer, ce trimestre, j'ai diminué mes investissements, car sur les nouveaux projets, CrowdPeer offre des taux d'intérêt plus faibles, parfois seulement 9% par an. Cependant, ce trimestre, j'ai eu une bonne rentabilité sur CrowdPeer. J'ai gagné 62,41 €, ce qui donne une rentabilité annualisée ce trimestre de 13,6%, supérieure à ma rentabilité annualisée sur l'année 10,9%. Cependant, ça reste inférieur à la rentabilité théorique, car sur CrowdPeer, il y a maintenant beaucoup de retard, plus de 30%. Étant donné que les retards augmentent et que les taux d'intérêt ont tendance à baisser, CrowdPeer me semble maintenant moins intéressante. Je trouve que pour investir dans l'immobilier, des plateformes telles que Finton, Indemo ou Brickstarter sont plus intéressantes. C'est pour ça que j'ai diminué mes investissements sur CrowdPeer et je pense que le trimestre prochain, je vais également continuer à désinvestir sur CrowdPeer. Par contre, il y a une chose intéressante sur CrowdPeer, c'est que CrowdPeer offre souvent des bonus de 10 € pour 100 € investis, et ceci même pour les anciens investisseurs. Et là, ça vaut vraiment le coup, parce qu'en ajoutant la rentabilité du projet plus les 10 € de bonus, pour 100 € investis, on peut espérer gagner plus de 20 €. Donc une stratégie qui peut être intéressante sur CrowdPeer, c'est d'ouvrir un compte, attendre qu'ils offrent des bonus pour investir sur un projet. Et à chaque fois qu'ils offrent un nouveau bonus, rajouter un investissement de 100 €. Ce trimestre, sur la première brique, j'ai gagné seulement 1 €. Et étant donné que j'ai une somme importante qui est investie, plus de 4 900 €, ça fait une rentabilité annualisée très faible pour la première brique, 0,1%. Et même sur un an glissant, la rentabilité annualisée est très basse, 3,2%. Alors qu'en théorie, sur les projets sur lesquels j'ai investi, j'aurais dû avoir une rentabilité de 11,4%. Donc d'une façon générale, sur les plateformes de crowdfunding immobilier, méfiez-vous des rentabilités qu'ils affichent. C'est bien sûr la rentabilité que vous aurez si tout se passe bien. Mais actuellement, sur les plateformes de crowdfunding immobilier, il y a énormément de retard et également énormément de projets qui tombent en procédure collective et judiciaire. Et lorsqu'un projet tombe en procédure collective et judiciaire, quand bien même on a une bonne garantie, telle qu'une hypothèque de premier rang, si son taux de couverture n'est pas supérieur à 100%, on risque fortement d'y perdre de l'argent. Donc les taux de retard sur la première brique sont très élevés, au-dessus de 26%, aussi bien ce trimestre que le trimestre précédent. Les taux de retard que je donne ici, ce sont les taux de retard sur les projets lancés en 2022 et 2023. Pour le taux de retard, je le calcule de la même façon pour Clubfunding, la première brique et Upstone, comme ça vous pouvez les comparer. Malheureusement, pour CrowdPeer, je n'ai pas les données suffisantes pour faire ce même calcul. Sur la première brique, j'ai donc beaucoup de retard et également beaucoup de projets qui sont en procédure collective et judiciaire, et je pense que je vais finir par perdre de l'argent sur certains projets que j'ai financés sur la première brique. Je pense donc que maintenant, il est préférable de n'investir qu'une petite partie de son capital en crowdfunding immobilier. Il y a bien d'autres façons d'investir en immobilier passif, par exemple sur Finton, Indemo ou Brickstarter, qui me semblent être des plateformes plus intéressantes. Et je suis également en train de tester de nouvelles plateformes. Autre plateforme de crowdfunding immobilier, Upstone, sur laquelle j'ai eu un remboursement partiel de 400 €, ce qui m'a permis de recevoir quelques intérêts, mais ce trimestre, je reste avec une rentabilité annualisée très faible, 3,5% par an, et sur un an glissant, j'ai une rentabilité de 8,3% par an. Alors que la rentabilité moyenne des projets sur lesquels j'ai investi, théoriquement, était de 12,5%. Sur Upstone, les taux de retard sont vraiment inquiétants. Ils étaient déjà de 42,2% le trimestre précédent et ils ont encore augmenté et maintenant ils sont de 53,1%. J'ai calculé ces taux de retard en prenant les projets lancés en 2022 et en 2023. J'applique le même mode de calcul pour la première brique, Upstone et Clubfunding, et vous voyez que c'est Upstone qui a les taux de retard les plus élevés parmi ces trois plateformes. Donc Upstone me paraît être une plateforme plus risquée que les autres. C'est pour cette raison que je ne mettrai pas de lien de parrainage vers Upstone, car il me semble maintenant risqué d'investir sur cette plateforme. Si vous voulez investir en immobilier passif, vous pouvez à mon avis prendre moins de risques et avoir une meilleure rentabilité avec Indemo, Brickstarter ou Finton. Je vous parle maintenant d'un investissement totalement différent, il s'agit du stacking sur stablecoin. Sur Nexo, je fais du stacking sur le stablecoin USDC. L'USDC est un stablecoin dollar qui respecte la réglementation MiCA. En effet, dorénavant, les ressortissants de l'EE, Espace économique européen qui inclut l'Union européenne, il est maintenant interdit de détenir des stablecoins qui ne respectent pas la réglementation MiCA. Donc pas de problème, les Européens peuvent faire du stacking sur l'USDC sur Nexo.
Sur Nexo, le rendement va dépendre de votre niveau de fidélité qui lui-même dépend du pourcentage de tokens Nexo que vous possédez dans votre portefeuille. Pour ma part, je suis au-dessus de 10% de tokens Nexo dans mon portefeuille, ce qui me permet d'avoir un rendement de 12% sur le stacking de stablecoin. Ce pourcentage est majoré car en plus j'ai demandé à ce que mes intérêts soient payés en tokens Nexo. Donc la rentabilité que j'ai obtenue correspond bien à la rentabilité théorique affichée par Nexo, et sur Nexo, aucun retard dans le paiement des intérêts. Même si je gagne des intérêts, je les gagne en token Nexo. C'est pour cette raison que le montant que j'ai investi ne bougera pas. Et avec les intérêts que j'obtiens en token Nexo, je fais à nouveau du stacking, mais cette fois-ci sur le token Nexo, ce qui me permet encore de gagner des intérêts. Mais attention, dorénavant, pour faire du stacking sur Nexo, il faut avoir un portefeuille qui a une valeur totale au minimum de 5000 $. J'ai fait une vidéo qui vous explique tout sur le stacking de stablecoins sur Nexo. Je trouve que cet investissement est intéressant, car d'une part, il me permet d'avoir une partie de mon argent investi en dollars plutôt qu'en euros. D'autre part, le rendement est intéressant, sans retard dans le paiement des intérêts, et ça me permet d'investir dans un type d'investissement totalement différent des autres. Je fais également un DCA sur 3 ETF sur PEA. Vous avez leur code ici. Tout d'abord, sur l'ETF CAC 40. Ce trimestre, sa valeur a augmenté de 6,2%, mais sur un an glissant, il a baissé de 1,3%. Depuis avril 2024, je suis maintenant à une rentabilité annualisée de moins 0,9%, donc légèrement en perte, car l'indice CAC 40 avait baissé dernièrement. Je fais également un DCA sur l'ETF MSCI World. Ce trimestre, cet indice a perdu 5,6%. Sur un an glissant, il a gagné 20%. Et depuis avril 2024, j'ai une rentabilité annualisée de 8,3%. Parmi les 3 indices, c'est le Nasdaq qui a le plus baissé, moins 12,2% ce trimestre. Ceci s'explique par les positions de Donald Trump qui veut lancer une guerre commerciale avec beaucoup de zones économiques, avec le Canada, avec l'Europe, etc. Ce qui serait très négatif pour l'économie et ce qui fait baisser les indices. Et sur un an glissant, le Nasdaq a augmenté de 6,4%. Depuis avril 2024, j'ai une rentabilité annualisée de 6,6%. Tous les pourcentages que je donne ici correspondent à l'évolution des indices, sur un trimestre, un an glissant ou depuis avril 2024. Par contre, le pourcentage que je donne ici correspond à l'évolution de mon portefeuille avec ma stratégie DCA depuis avril 2024. Dans ce portefeuille, j'ai environ 26% d'ETF CAC 40, 22% d'ETF MSCI World et 52% d'ETF Nasdaq. Et sur ma stratégie d'investissement en DCA sur ces 3 ETF, je suis actuellement en perte avec moins 1,6% de rentabilité annualisée depuis avril 2024. Quand vous faites une stratégie sur DCA, vous n'obtenez pas la rentabilité sur l'indice, puisque vous investissez le même montant chaque mois, ce qui vous fait une rentabilité différente. Dites-moi en commentaire s'il y a des plateformes qui vous semblent intéressantes qui pourraient intégrer mon bilan trimestriel. Je suis en train de tester de nouvelles plateformes, certaines en P2P et d'autres en investissement immobilier passif. Ces plateformes me semblent prometteuses et je pense qu'à terme, elles risquent d'intégrer ce bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y réponds généralement très rapidement. Et merci de mettre un petit commentaire, même d'un mot, cela permet de soutenir ma chaîne et de donner plus de visibilité à mes vidéos bilan qui permettent de donner une information transparente et totalement indépendante aux investisseurs qui peuvent ainsi savoir à l'avance quelle rentabilité ils peuvent espérer en investissant sur telle ou telle plateforme. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.